Alors, je profite de l'occasion pour souhaiter à vous tous une bonne et heureuse année, surtout de la santé et que cette histoire de Covid disparaisse définitivement, alors pour qu'on puisse reprendre nos activités et toute la joie qu'on avait bien avant ça. Alors donc, aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir une de nos collègues du département, c'est Myriam Lemelin, qui est professeure donc, au département de géomatique appliquée. Alors, Myriam va nous parler de la télédétection des minéraux et des substances volatiles sur la Lune. Alors, elle travaille sur ces sujets concernant la Lune et puis l'espace depuis sa maîtrise. Donc, ça fait déjà un bon bout de temps. Myriam détient la chaire de recherche du Canada en télédétection de la géologie nordique et spatiale. Alors, donc, elle a commencé au département il n'y a pas très longtemps, mais elle a déjà beaucoup de publications en ce qui concerne les aspects, tous ces aspects sur la télédétection appliquée à la géologie spatiale. Alors, donc, c'est avec un très grand intérêt donc qu'on on va l'écouter. Alors, ce pas des sujets qui sont très, très communs en général, pas énormément de gens qui travaillent sur ce genre de problématiques. Alors, je pense qu'on va en apprendre beaucoup. Alors, malheureusement, moi, je vais devoir quitter quelque part un peu vers la fin de la présentation, donc je vais laisser le soin à Nicolas de gérer tout le reste. Merci beaucoup. Myriam, c'est à toi. Merci beaucoup, Khalifa. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, numéro 1. Parfait. Alors, je vais partager mon écran. Essayer l'écran 2, ça devrait fonctionner. Voilà, donc vous voyez. Oui, c'est parfait. On enlève ça. Voilà, donc vous voyez le plein écran qui est à droite pour moi. Bon, alors, merci beaucoup pour l'invitation. Puis pour la présentation au tout début. Donc, comme Khalifa mentionnait, donc je travaille sur la télédétection lunaire puis spatiale, donc depuis environ une dizaine d'années. J'ai fait mon bac ici à l'Université de Sherbrooke en géomatique, ma télédétection en maîtrise aussi à l'Université de Sherbrooke en collaboration avec l'Agence spatiale canadienne. Puis c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'orienter mes recherches plus vers la télédétection spatiale. Donc, j'ai fait mon doctorat à l'Université d'Hawaï en géologie et géophysique, mon postdoc en sciences spatiales à l'Université de York, puis après, je suis revenue à l'Université de Sherbrooke, donc depuis 2019. Donc, aujourd'hui, je vais vous raconter un peu l'histoire de la Lune. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, puis ce qu'on est capable de déduire du passé à partir des données de télédétection. Puis les deux thématiques qui m'intéressent davantage ou sur lesquelles j'ai le plus travaillé, donc, c'est les minéraux et les substances volatiles. Donc, voilà, dans le cadre de ma chaire de recherche, comme Khalifa l'a mentionné aussi, je m'intéresse à d'autres corps célestes. Donc, je travaille aussi sur la télédétection de la surface de Mars, de certains astéroïdes et des régions arctiques terrestres aussi pour faire le lien entre certaines formations géologiques qu'on a sur Terre et qui pourraient être similaires à ce qu'on voit sur la planète Mars. Donc, d'une manière générale, mes recherches se concentre sur mieux comprendre la composition de ces différents corps célestes-là en fonction de la géologie et des substances volatiles. Donc aujourd'hui, on va regarder la Lune plus précisément. Donc, en premier lieu, on va regarder ce qu'on connaît de la composition de la surface lunaire. Donc, ce qu'on connaît à partir des observations de télédétection qui ont été faites au cours du temps, puis quelles grandes questions sont toujours sans réponse. Ensuite de ça, on va se tourner vers les substances volatiles, un peu la même chose. Quelles sont les données de télédétection qui sont disponibles, quelles informations on a pu en tirer, puis quelles grandes questions restent à venir à être répondues.
Puis, en toute fin, on va regarder un peu un aperçu de ce qui s'en vient pour le futur lunaire. Donc, quelques-unes des missions orbitales, puis des missions de la surface, donc des rovers qui vont avoir lieu au cours des prochaines années. Et un bref aperçu des projets de recherche en cours. Donc, on se lance. J'ai mon heure ici. Parfait. Donc, voilà. Donc, la composition de la Lune en premier. Donc, qu'est-ce qu'on en sait? Les premières indications ou les premières informations qu'on a eues concernant la composition de la Lune d'une manière relativement précise, c'était bien sûr lors du retour des échantillons Apollo dans les années 60-70. Puis, particulièrement, la toute première mission, donc Apollo 11, qui a aluni ici dans la mer des Tranquillités, à l'intersection entre les surfaces claires ici, qu'on appelle les terres hautes ou les Highlands, et les surfaces un peu plus sombres qu'on voit, les mers de basalte. Donc, dans les premiers échantillons qui ont été rapportés lors de la mission Apollo 11, on a constaté que la surface était composée là, vraiment de plusieurs petits fragments qui étaient clairement divisés en deux sortes, deux thèmes. Donc, on avait tous les fragments très foncés, puis quelques petits fragments très clairs comme ça. Donc, en analysant ces fragments-là, on a compris que tout ce qui était foncé, c'était constitué de basalte. Donc, des roches extrusives qui sont composées de fer et de magnésium en plus grande partie. Et les petits fragments clairs ici, ben, c'est des anorthosites qui sont composés de plagioclase, le minéral plagioclase. Donc, en regardant ces échantillons-là et ce qu'on peut voir d'une manière générale de la surface de la Lune, ben, on a déduit en fait que toutes les portions claires ici des Highlands sont probablement majoritairement composées des petits fragments pâles ici, donc du plagioclase, des anorthosites, tandis que tout ce qui est plus foncé est probablement composé de mers de basalte qui correspond aux échantillons basaltiques qui ont été rapportés. Et donc, à partir de ces échantillons-là, puis des observations globales, il a été déduit que la seule façon d'avoir une grande étendue de plagioclase qui couvre la surface de la Lune et certaines portions de mer de basalte, c'était pour la Lune d'avoir été formée ou composée d'un océan de magma global très tôt dans son histoire de formation. Donc, de là est venue l'hypothèse de l'océan du Global Magma Ocean, donc l'océan de magma global. Donc, la Lune aurait été formée d'un océan de magma sur l'entièreté de sa surface, puis peu à peu, quand ce magma-là s'est refroidi, les minéraux les plus denses, les plus riches en magnésium, comme l'olivine par exemple, puis certains pyroxènes, se seraient cristallisés en premier, auraient coulé pour former le manteau lunaire. Tandis que le plagioclase, qui est un matériel, un minéraux moins dense, aurait flotté à la surface de cet océan de magma-là pour se cristalliser en surface, puis former la majorité de la Lune qu'on voit aujourd'hui. Et voilà. Donc voilà l'hypothèse de l'océan de magma global. Donc, on a vu par contre qu'il y avait aussi des mers de basalte qui étaient présentes à la surface. Puis les prochains échantillons ou les échantillons qui ont été rapportés lors des missions subséquentes à la mission Apollo 11 ont donné davantage d'informations concernant ces mers de basalte-là. Donc, vous avez des images là, de différents échantillons qui ont été rapportés. Encore des échantillons de plagioclase, d'autres de basalte avec différentes teneurs en titanium, par exemple. Puis même des échantillons de pyroclastique, donc qui témoignent d'une activité volcanique en surface, explosive.
Donc, à partir de tous ces échantillons-là, les hypothèses se sont raffinées et puis on a découvert ou remarqué en fait que les mers de basalte, ben, ils sont circulaires. Donc, c'est probablement à la suite de plusieurs impacts de très grandes météorites ou d'autres résidus du système solaire qui ont impacté la surface de la Lune. Ça a créé des immenses cratères ou des bassins d'impact qui, eux, se sont remplis de basalte par la suite. Donc, ça a donné la vision globale de la Lune telle qu'on la voit aujourd'hui. Et donc, comme je le mentionnais, donc ça, c'est l'histoire simplifiée de la Lune, si on veut, l'océan de magma global, les impacts, puis les basaltes qui vont aller remplir les principales dépressions topographiques. Bien sûr, on remarque que la surface de la Lune aujourd'hui est composée d'une quantité innombrable de cratères de toutes les tailles, donc de très gros allant aux très petits. Donc, on sait que la Lune a subi une période de bombardement très intense peu après sa formation, donc quand même au début, vers les débuts de notre système solaire. Puis, en fait, il y a plusieurs échantillons qui ont été ramenés aussi lors des missions Apollo qui témoignent de ce cataclysme-là. Donc, il y a plusieurs des roches, ou la majorité, en fait, des roches qui ont été ramenées lors des missions Apollo. Ce n'est pas des roches ignées, intrusives qu'on pourrait s'attendre de voir, là. C'est des brèches d'impact. Donc, ici, vous pouvez remarquer, les détails sont subtils, mais en fait, les roches consistent en plusieurs petits fragments de roches qui ont été recimentés ensemble par la suite. Donc, chaque roche qui a été ramenée a une histoire vraiment très, très complexe. Donc, au final, la croûte lunaire, la croûte primaire de la Lune, telle qu'on a émis l'hypothèse de formation, elle est quand même relativement difficile à étudier parce que la surface a été très considérablement remodelée au cours de l'histoire de la Lune. Par contre, donc, les planètes rocheuses telles qu'on les connaît, on pense qu'ils se sont formés de la même manière ou d'une manière très similaire. Et même si la surface de la Lune a été considérablement remodelée au cours de l'évolution du système solaire, mais ça reste la place qui est la plus favorable pour l'étudier. Donc, sur Terre, on sait qu'on a les plaques tectoniques, les océans, puis plein de processus qui ont effacé la majorité des évidences qu'on pourrait avoir là, concernant vraiment les tout débuts de la Terre. Puis c'est la même chose un peu sur Mars puis sur les autres planètes. Donc, la Lune, c'est vraiment le laboratoire idéal pour vraiment comprendre comment les planètes rocheuses se sont formées puis comment elles ont évolué au fil du temps. Une autre petite note aussi, comme vous pouvez voir sur la photo ici de fond d'écran, la majorité de la surface lunaire, ben, ce n'est pas des roches là, comme ça, c'est vraiment une très fine poudre qu'on appelle un régolithe. Donc, au fur et à mesure que la surface est exposée au bombardement de micro-météorites, les roches vont finir par se décomposer en une très, très fine poudre là, qui va couvrir principalement la majorité de la surface maintenant. Donc, ce qu'on voit à la surface, c'est surtout du régolithe, quelques roches de taille variable. Donc, maintenant, les missions de télédétection, il y en a eu plusieurs qui ont lieu, puis qui ont toujours lieu autour de la Lune, qui sont en orbite. Donc, les premières missions ont eu lieu dans les années 90, milieu, fin des années 90. Puis, ça a continué dans les années 2000. Une mission toute récente, Chandrayaan-2, est arrivée en orbite en 2019.
Puis, il y a couramment deux satellites qui sont en orbite là, autour de la Lune. On a le Lunar Reconnaissance Orbiter qui est là depuis 2009. Donc, c'est une mission américaine. Puis, Chandrayaan-2 qui vient tout juste d'arriver. Donc, ça, c'est une mission indienne. Donc, il y a eu plusieurs autres satellites, mais ces 6 satellites-là, c'est eux qui ont fourni la majorité des informations pertinentes pour comprendre la minéralogie de la surface. Chacun des satellites a bien sûr différents instruments qui peuvent être utilisés pour tirer des conclusions ou mieux comprendre la composition minéralogique de la surface. Donc, on va regarder quelques-uns d'entre eux, puis quelques instruments là, qui ont vraiment fourni des informations clés pour comprendre la surface, la composition de la surface. Donc, tout d'abord, comment on fait pour déduire la composition élémentaire, donc les éléments à partir de la surface, à l'aide des données de télédétection qui sont en orbite, donc les instruments? C'est principalement des spectromètres à neutrons, puis des spectromètres à rayons gamma qui vont nous permettre d'identifier et de quantifier les éléments qui sont présents à la surface. Donc, comme la Lune n'a pas d'atmosphère, elle est directement exposée aux rayons cosmiques. Donc, c'est ce rayonnement de très haute intensité qui contient, entre autres, des protons et des ions, va aller interagir avec la surface. Puis, ce rayonnement-là va déloger des neutrons, puis des rayons gamma. Donc, les spectromètres à neutrons et les spectromètres à rayons gamma vont mesurer l'intensité des neutrons et des rayons gamma qui sont émis de la surface. Puis, ça va nous permettre ensuite de déduire la composition de certains éléments qui sont présents. Donc, le spectromètre à neutrons est généralement utilisé pour détecter la présence d'hydrogène environ dans le 50 cm de profondeur là, à la surface, donc à l'intérieur de ces 50 premiers centimètres-là. Donc, en fonction de la vitesse à laquelle les neutrons vont s'échapper de la surface, on est capable de déduire s'il y a de l'hydrogène, puis en quelle proportion. Une manière similaire, donc le spectromètre à rayons gamma, lui, va permettre de quantifier la présence des éléments majeurs, donc le fer, par exemple, l'oxygène, silice, et quelques-uns des éléments traces. Encore une fois, à une profondeur d'environ 20 cm ou un petit peu plus. Donc, dans les années 90, parmi les premiers capteurs qui ont été envoyés en orbite, donc on a le spectromètre à neutrons et à rayons gamma à bord de la mission Lunar Prospector, qui a permis d'imager les différents éléments d'une manière globale à la surface de la Lune. Donc, on a eu les premières cartes d'hydrogène, potassium, fer, magnésium et les autres éléments. Les résolutions spatiales étaient relativement faibles, donc ça varie entre 15 km pour le fer et l'hydrogène qui sont particulièrement intéressants ici. Puis ça peut aller jusqu'à environ 150 km. Donc, ça a donné une première idée de l'abondance puis de la répartition des différents éléments. Mais bien sûr, la résolution spatiale n'était pas idéale. Donc, ce que vous voyez ici là, pour les 4 cartes, c'est en fait la surface de la Lune qui est dépliée un peu devant vous, déroulée. Donc, ici, au centre, vous avez les mers de basalte là, ici qui sont visibles sur la face visible de la Lune. Puis, vous avez moins 180 degrés et plus 180 degrés à droite. Là, donc, des portions de la face cachée qu'on ne voit pas depuis la Terre. C'est souvent la projection que vous allez voir là, pour le reste des images. C'est souvent comme ça qu'on représente la surface. Donc, qu'est-ce que ça a permis de déduire ces cartes élémentaires-là? En fait, ça a permis de découper ou de diviser la surface de la Lune en 3 grands terrains géochimiques.
Donc, 3 grands terrains qui ont 3 régions qui ont des compositions différentes puis qui semblent avoir des historiques de formation différentes. Donc, on a ici au centre, encore une fois, les mers de basalte qu'on a nommé le Procellarum Creep Terrain. Donc, on avait du potassium et des éléments de terre rares puis du phosphore qui étaient concentrés ici. Le Feldspathic Highland Terrain qui est les surfaces claires qu'on voit à la surface de la Lune, donc principalement composées de plagioclases, donc des anorthosites. Puis, sur la face cachée, on a aussi vu une région ici qui était riche en fer également, qu'on a dénommé le South Pole Aitken Terrain, qui est en fait le plus grand bassin d'impact connu dans le système solaire, avec environ 2500 km de diamètre. Donc, on le voit ici aussi. Donc, c'est un énorme bassin d'impact qui a été par la suite rempli d'autres matériels, là, mais c'est vraiment un énorme bassin d'impact caché, situé sur la face cachée près du pôle sud. Bon, maintenant, donc, on a eu une vision globale de l'abondance puis de la distribution des éléments. Qu'en est-il de la minéralogie? Donc, on a utilisé différents instruments pour identifier les différents minéraux puis tenter de les quantifier à la surface. Donc, d'une manière générale, c'est les spectromètres dans le visible puis dans le proche infrarouge qui ont permis d'identifier les différents minéraux puis de les quantifier. Donc, vous avez ici la signature spectrale des 5 minéraux qui sont le plus abondants dans les échantillons Apollo. Donc, on déduit qu'ils sont probablement les plus abondants sur la Lune aussi. Donc, le plagioclase qui a une réflectance assez élevée. Donc, on le voit à la surface qui est très claire. Tandis que les minéraux qui vont être riches en fer et magnésium, comme l'olivine, les pyroxènes avec différentes abondances de calcium et l'ilménite qui est ici, vont avoir des réflectances beaucoup plus faibles. Donc, c'est les minéraux qu'on retrouve majoritairement dans les mers de basalte. La présence des bandes d'absorption pour ces minéraux-là est principalement due à l'abondance ou la présence de fer dans les différents minéraux. Puis la position de la bande d'absorption va dépendre de où est situé le fer dans la structure cristalline des différents minéraux. Donc voilà, donc les spectromètres, comme vous savez, nous renvoient l'information vraiment dans la surface de la Lune. Donc, bien sûr, c'est pas aussi simple. Donc, comme vous savez, la Lune n'a virtuellement pas d'atmosphère. Elle est bombardée du rayonnement cosmique, du vent solaire aussi. Il y a plusieurs micrométéorites qui vont impacter la surface et tous ces éléments-là vont compliquer la signature spectrale, puis les caractéristiques de la surface. Donc, le vent solaire, les rayons cosmiques et les micrométéorites vont modifier le régolithe tel qu'on le connaît. Donc, ici, vous avez une photo qui a été acquise par un microscope qui présente. Ah, attends un peu. Voyez-vous ici? OK, ça devrait être mieux comme ça. Donc, ici, vous avez la surface d'un grain. En fait, c'est un grain d'olivine, donc un des minéraux qu'on regarde au microscope. Puis, donc, la limite du grain, en fait, est ici. Puis, on voit qu'autour du grain d'olivine, il y a plusieurs éléments qui sont ajoutés. Donc, on a une grande couche ici. Tout ce qui est gris pâle, là, ça va être du melt, donc des minéraux voisins, par exemple, qui sont fondus puis qui se sont déposés autour des grains d'olivine. Même chose ici, on a une fine couche de vapor deposited, des éléments qui ont été vaporisés puis qui se sont recondensés sur le grain.
Puis, à l'intérieur de ces couches-là en surface, on a le développement des petites nanoparticules de fer. Donc, les informations qu'on voit dans les images ou les données de télédétection, bien, ça ne correspond pas entièrement aux différents minéraux de base, si on veut. Les signatures spectrales vont être obscurcies par tous les processus qui ont lieu sur la Lune puis qui vont créer ou modifier la surface des grains. Donc, les belles signatures spectrales que je vous ai montrées à la page précédente, comme ça ici, ben, c'est des signatures spectrales en conditions idéales, mais ce n'est pas ce qu'on voit sur la Lune, donc c'est plus compliqué que ça. Ici, vous avez des exemples. En mauve, vous avez la signature spectrale d'une roche de basalte là, qui a été coupée puis imagée en laboratoire, un des échantillons Apollo. Donc, on voit bien ici à ce moment-là les bandes d'absorption qui sont caractéristiques des différents minéraux présents. Tandis que ici, la ligne pentue, donc la signature spectrale qui est très featureless, donc on a perdu les bandes d'absorption, puis on a une pente très élevée vers les plus grandes longueurs d'onde. Bien, ça correspond au régolithe qui est à la surface, qui est très mature, donc qui a été exposé à la surface depuis longtemps, puis qui contient toutes ces caractéristiques-là ici, donc le fer microscopique et tout ça. Donc, les processus qui ont lieu sur la surface vont aller considérablement modifier les grains des différents minéraux, puis ça va se traduire dans les données de télédétection, ce qui complique de beaucoup notre interprétation. Donc, quelques-uns des satellites qui ont été en orbite. Le premier, c'est Clémentine, dans les années 90. C'était un instrument multispectral, donc qui avait 9 bandes. Là, vous voyez ici les lignes pointillées vous montrent la localisation des différentes bandes spectrales du spectromètre à bord de la mission Clémentine. Donc, il y avait une résolution spatiale qui variait entre 100 mètres environ dans le visible et 400 mètres dans le proche infrarouge. Donc, à partir des données multispectrales de Clémentine, on a été capable de produire les premières cartes globales des minéraux à la surface. Donc, c'est Paul Loucy qui a fait ça dans les années 2000. Donc, il a analysé environ 2 de la surface lunaire pour lesquelles on voyait bien là, les bandes d'absorption des minéraux, donc qui avaient été un petit peu moins sujets à l'exposition ou qui étaient exposés à l'espace depuis moins longtemps que le reste de la surface. Puis, ils ont utilisé la modélisation du transfert radiatif pour déduire l'abondance des différents minéraux dans chaque signature spectrale. Donc, à ce moment-là, ils ont pu utiliser seulement 4 des 9 bandes de l'instrument Clémentine qui étaient calibrées à l'époque pour une résolution spatiale d'environ 1 km. Donc, c'était quand même un très bon premier pas pour mieux comprendre la minéralogie de la surface. Quelques éléments clés. Donc, on voit ici que les mers de basalte là, au centre sont composées principalement d'olivine et de pyroxène, comme on avait vu dans les échantillons, tandis que le reste de la surface va être composé davantage de plagioclase. Donc, c'est cohérent avec les échantillons. Une première avancée aussi avec les données de Clémentine, on a été capable de déduire l'abondance de fer à une résolution spatiale plus fine que ce qui avait été fait avec Lunar Prospector. En fait, l'abondance de fer est proportionnelle à la réflectance à 750 nanomètres et 950 sur 750 nanomètres. Donc, l'intensité de la bande d'absorption dans ces longueurs d'onde-là peut être utilisée pour quantifier le fer. Puis ça a été calibré avec la composition des échantillons Apollo.
Donc voilà, ça a permis de créer des cartes de fer presque globales. Donc, les régions polaires étaient exclues, mais la plupart là, de la surface a été imagée. Donc, ça a permis d'avoir une résolution spatiale là, quand même beaucoup plus fine que ce qui était permis avec Lunar Prospector. Donc, on parle de quelques centaines de mètres versus 15 kilomètres précédemment. Ensuite, en 2007, on a eu le Multi-Band Imager, qui est en quelque sorte une mise à jour, qui contient un spectromètre là, imageur, qui est en quelque sorte une mise à jour du spectromètre qui était présent à bord de Clémentine. Donc, on a sensiblement les mêmes bandes spectrales. Donc, encore une fois, 9 bandes spectrales à des positions très similaires. Par contre, la résolution spatiale est de beaucoup améliorée. Donc, on parle de 20 mètres dans le visible et environ 60 mètres dans le proche infrarouge. Et il y a eu un effort considérable qui a été fait aussi pour calibrer les données de réflectance, puis compenser l'effet de la topographie. Donc, ce qui permet de minimiser l'erreur quand on dérive les minéraux là, pour les régions où la topographie est assez importante. Donc, ça faisait partie de mes travaux de doctorat. Donc, j'ai utilisé les images du Multi-Band Imager pour recréer des nouveaux algorithmes de fer puis de minéraux sur la surface ou sur la presque entièreté de la surface. Donc, on a pris le même processus là, de réflectance dans les longueurs d'onde de 750 et 950 nanomètres pour modifier l'algorithme de fer qui avait été proposé par l'OSI, puis calibrer ça avec la composition des échantillons Apollo. Donc, on a eu une excellente corrélation avec la composition des échantillons, puis avec ce qui avait été vu par Clémentine aussi. Mais ça nous a permis d'avoir une image beaucoup plus claire de la surface. Donc, on a maintenant les cartes de fer à 20 mètres par pixel. Donc, ça nous permet d'imager plusieurs formations géologiques de manière beaucoup plus précise. On a fait une chose semblable, donc, pour les différents minéraux. On a utilisé la modélisation du transfert radiatif pour déduire la proportion de chacun des minéraux qui est présent dans la signature spectrale qui était observée par le Kaguya Multi-Band Imager. Donc, ça a donné des résultats relativement semblables à ce qui avait été vu par Clémentine. Donc, encore beaucoup d'olivine dans les mers de basalte versus beaucoup de plagioclase sur la face cachée de la Lune. Les abondances de pyroxène ont été un petit peu différentes de ce qui avait été vu par Clémentine, mais on disposait de plus de bandes spectrales que Clémentine, donc ce qui nous permet d'avoir une meilleure vue puis une meilleure compréhension. Donc, tout ça est maintenant disponible pour la quasi-entièreté de la Lune, donc jusqu'à environ 50 degrés de latitude nord-sud, pour une résolution spatiale d'environ 60 mètres, ce qui permet maintenant d'aller identifier ou étudier là, différentes formations géologiques d'une manière beaucoup plus précise que ce qui était possible à l'époque. Une petite note, donc, je mentionnais au début que la surface lunaire a été considérablement modifiée à la suite de plusieurs impacts. Donc, comment faire pour étudier la composition de la croûte primordiale ou de la croûte primaire? Il y a certains endroits sur la Lune qu'on peut étudier. Donc, je vous présente ici 2 de ces endroits intéressants. Il y a certains cratères ici qui vont avoir un diamètre environ entre 50 et 150 km qui vont avoir des soulèvements centraux ici au centre. Puis, on sait, en observant des cratères similaires sur Terre, puis en modélisant leur formation, on sait que les soulèvements centraux, qui sont en fait d'énormes montagnes là, au centre des cratères, ça correspond en fait à du matériel qui était sous la surface avant l'impact, qui est venu remonter au centre du cratère. Donc, ces soulèvements centraux-là nous permettent d'étudier la composition, je dis de la surface, mais de la croûte lunaire légèrement en dessous de la surface qui, elle, est modifiée.
Donc c'est en quelque sorte une fenêtre là, vers l'intérieur de la Lune qu'on peut utiliser. C'est le même principe ou le principe similaire pour les bassins d'impact qui sont tout simplement des cratères d'impact, mais avec des diamètres encore plus grands, donc entre 150 et 2500 km. Donc, au lieu d'avoir un seul soulèvement central, ben, on a des anneaux ici concentriques là, autour du centre, là, qui consiste en du matériel qui, lui aussi, provient de un petit peu sous la surface, puis qui est maintenant exposé en surface. Donc, en étudiant les soulèvements centraux et ces anneaux concentriques-là, ben, on est capable de déduire de quoi est fait la surface un peu, la croûte, si on veut, un peu en profondeur. Donc, ça faisait partie, ça aussi, un peu de mes travaux de doctorat. Donc, on s'est penché sur l'analyse des différents soulèvements centraux-là pour essayer d'identifier la croûte primaire puis de mieux comprendre de quoi elle était formée. Donc, on a identifié certains minéraux d'intérêt. Puis, on a aussi été capable de voir probablement un peu du manteau lunaire, donc certains des cratères qui ont soulevé du matériel plus en profondeur. Donc, on a vu probablement un petit peu du manteau, puis on a déduit qu'il serait composé d'orthopyroxène, contrairement à l'olivine sur Terre. Une petite note aussi, il y a eu un capteur qui est toujours en orbite, en fait, le Wide Angle Camera à bord du Lunar Reconnaissance Orbiter, qui est un spectromètre, un capteur multispectral qui, lui, travaille dans les longueurs d'onde un peu plus courtes. Donc, on a quelques bandes dans l'ultraviolet, puis quelques-unes dans le visible. Ce que ça permet de faire, c'est d'aller détecter l'ilménite, qui est le 5e minéral le plus abondant sur la Lune, mais dont on n'a pas encore parlé. Parce qu'avec les capteurs multispectraux qui vont dans le visible puis le proche infrarouge, c'est assez difficile, voire impossible d'identifier l'ilménite parce que l'ilménite possède pas de bande d'absorption qui est très caractéristique. Là. La signature spectrale est assez uniforme, sauf dans les portions de l'ultraviolet. Ici, si on regarde, on a des bandes d'absorption faibles, mais toutefois présentes, donc qui nous permettent d'imager et d'identifier et de quantifier l'ilménite. Donc, ça, c'était une portion de ma maîtrise. Je m'étais dédiée à ça. Donc, j'avais utilisé les capteurs, les images, les données acquises par ce capteur-là pour identifier et quantifier l'ilménite dans certaines régions d'intérêt pour lesquelles on avait des données à ce moment-là. Donc, 2 mers de basalte. Puis, vous voyez ici les différentes proportions d'ilménite qui sont présentes. Donc, c'est des abondances qui sont quand même assez faibles, là, généralement en bas de 5 de la surface. Ici, je vous mets, avant de passer aux substances volatiles, je vous mets un site web que je vous invite à aller visiter. On peut le voir ici. Donc, ça vous permet d'aller explorer la Lune comme bon vous semble. Donc, à peu près toutes les données qui ont été acquises en orbite par les différents capteurs sont disponibles. Vous pouvez aller très près de la surface, changer de projection. Il y a toutes sortes de projections qui existent. Et vous avez vraiment une variété de données ici qui vous permettent d'explorer la surface, dont plusieurs dont je vous ai parlé aujourd'hui. Donc, voilà. Je vous mettrai ça peut-être dans le chat à la fin pour que vous puissiez aller explorer. Donc, quelles questions restent sans réponse concernant la minéralogie ou la composition? Il y en a plusieurs, là, en fait. Donc, au niveau de la composition de la croûte et du manteau, on a une meilleure compréhension, mais il nous reste quand même beaucoup d'inconnus. Une des grandes questions aussi, c'est la durée du volcanisme. Est-ce que le volcanisme a
pris place vraiment dans les premières années de la formation de la Lune ou il s'est étiré jusqu'à tout récemment. On pensait que le volcanisme était terminé depuis longtemps, mais il y a certaines formations géologiques qui ont été découvertes qui seraient très jeunes à l'échelle géologique, donc aussi jeunes qu'environ 100 millions d'années, ce qui est beaucoup plus jeune que tous les modèles prédisaient. Il y a aussi certaines formations qui sont très énigmatiques. Donc, les Lunar Swirl ici, je vous en montre un exemple. C'est des formations sinueuses, très planes, donc il n'y a pas de relief qui est associé à ça, mais on voit une alternance là, de matériel sombre foncé. Pourtant, il ne semble pas y avoir une grosse différence de composition. Puis ces features sont, pardonnez l'anglicisme, ces éléments, ces formations sont associées avec un champ magnétique qui est plus intense qu'ailleurs sur la Lune. Donc, on se demande comment ils se sont formés, puis c'est quoi la composition. Maintenant, on va passer rapidement aux substances volatiles. Donc, vous connaissez maintenant la plupart des satellites qui ont été en orbite. On va regarder quelques-uns d'entre eux, puis les grandes lignes là, de ce qu'on a appris concernant les substances volatiles. Tout d'abord, bon, qu'est-ce que les substances volatiles? C'est des éléments ou des composés chimiques qui vont se sublimer à très basse température sur la Lune. Celui qui est le plus abondant, puis lequel on s'intéresse le plus, c'est l'eau, bien sûr, la glace, qui va se sublimer ou qui va commencer à être instable à environ 107 Kelvin. Mais il y en a plusieurs autres, là, comme le dioxyde de carbone, puis les gaz nobles aussi. Mais pour le reste de la présentation, on va surtout focuser sur l'eau H2O sous forme de glace. Donc, dans les années 50-60, Harold Urey a émis l'hypothèse qu'il pourrait y avoir de la glace au pôle de la Lune, surtout parce que, en fait, l'axe de rotation de la Lune est presque perpendiculaire à sa rotation autour du Soleil. Donc, ce qui fait que dans les régions polaires, les dépressions topographiques ne verraient jamais ou ne recevraient jamais de rayons solaires directs, du rayonnement. Donc, ces dépressions topographiques seraient probablement très froides. Donc, c'est ce qu'on appelle les Permanently Shaded Regions qui ne reçoivent jamais de rayonnement solaire. Donc, c'était son hypothèse dans les années 50. Donc, il s'est dit, si ces régions-là sont froides, ben, s'il y a eu, si la glace ou d'autres substances volatiles ont été apportées sur la Lune, ben, ils pourraient être stables dans ces régions très froides. Environ 30 ans plus tard, on a eu les premiers éléments de réponse avec la mission Clémentine, qui avait à son bord un radar, un capteur radar, donc qui a envoyé un signal radar à la surface, qui a mesuré le retour. Puis, donc ici, ce que vous voyez, c'est le pôle sud de la Lune et différentes orbites là, de ce radar-là. Donc, le signal, par exemple, de l'orbite 234, il y a eu un retour qui était très, très fort tout près des régions d'ombre permanente qui avaient été mis de l'avant par Harold Urey. Donc, ces régions d'ombre permanente existent, il y en a plusieurs, et certaines d'entre elles ont un retour radar qui est très fort, donc qui pourrait indiquer la présence de glace à la surface. Par contre, ce signal radar-là, ce fort signal radar-là peut être dû à autre chose aussi, comme une forte rugosité ou des blocs là, présents à la surface. Donc, c'était la première indication qui nous disait que peut-être qu'il y a de la glace, mais ce n'était pas certain. Ensuite, on a eu le Lunar Prospector, comme on a parlé précédemment, qui a quantifié l'abondance d'hydrogène au pôle.
Donc, vous avez le pôle sud à gauche et le pôle nord à droite. Et donc, Lunar Prospector a en effet remarqué qu'il y avait des concentrations d'hydrogène élevées dans certaines régions pour les deux pôles. Donc, sous quelle forme est présent cet hydrogène-là, on ne le sait pas. Mais si c'était de la glace, bien, ça pourrait être environ 1,5 de la surface qui contiendrait de la glace, donc dans certains cratères ou dans certaines régions d'ombre permanente. Mais la résolution spatiale était tellement faible qu'on ne pouvait pas dire précisément où et combien. Ensuite, on a eu des données hyperspectrales du capteur Moon Mineralogy Mapper qui a détecté des bandes d'absorption près de 3 microns qui sont attribuables à la présence soit d'hydroxyle ou d'eau. Donc, à gauche, vous avez l'albédo de la surface, puis à droite, vous avez l'intensité de cette absorption-là à 3 microns. Donc, le Moon Mineralogy Mapper a détecté une augmentation de l'intensité de cette absorption-là de manière vraiment générale aux deux pôles. Mais encore une fois, on ne pouvait pas dire exactement combien de glace ou où précisément, puis est-ce que c'est de l'hydroxyle ou de la glace? C'était encore flou, mais à ce moment-là, on était quand même certain qu'il y avait soit de l'hydroxyle ou de la glace. Le capteur LOLA, Lunar Orbiter Laser Altimeter, c'est un LIDAR, ça, donc actif, qui envoie un signal à environ 1 micron, dont 1064 nanomètres, et qui mesure le retour. Donc, qui a imagé l'entièreté de la surface de la Lune. Puis j'ai calibré les données au cours de mon doctorat aussi. Puis donc, ce qui est particulier avec ce capteur-là, c'est un capteur actif. Donc, ça nous permet d'avoir un signal dans les régions d'ombre permanente. Par contre, on a seulement l'information dans une bande spectrale. Donc, ce que vous voyez ici, c'est la vision au-dessus du pôle nord et au-dessus du pôle sud. Puis, en regardant l'histogramme des réflectances dans les régions d'ombre permanente versus le reste de la surface qui est éclairée, on a vu que les régions d'ombre permanente ont une réflectance plus élevée. Donc, encore une fois, qui pourrait être attribuable à la présence de glace, mais qui pourrait être attribuable à d'autres choses aussi, comme la composition, par exemple. Donc, c'est un petit signal de plus qui nous dit, OK, il peut y avoir de la glace dans les régions d'ombre permanence, mais ce n'est pas une réponse équivoque. Il y a eu le capteur, la mission L-Cross, en fait, qui est allée impacter la surface près du pôle sud, dans le cratère Cabeus. Donc, à ce moment-là, on a eu la première confirmation des différentes substances volatiles qui sont présentes vraiment hors de tout doute. Donc, L-Cross est allé impacter la surface, puis le spectromètre en orbite a détecté la présence des différents éléments volatiles ici. Donc, il y avait en effet de la glace, d'eau, environ 6 %. Puis, il y avait plusieurs autres substances volatiles qui avaient été prédites, comme la glace de CO2 et d'autres substances volatiles. Donc, ça a été la première preuve, hors de tout doute, de la présence d'une variété de substances volatiles. Par contre, c'est seulement dans un seul cratère, donc Cabeus. Tout récemment, en 2018, il y a eu une percée importante. C'est les données hyperspectrales du Moon Mineralogy Mapper qui ont été utilisées pour détecter la glace dans les régions d'ombre permanente. Puis ça a été vraiment un tour de force parce que le Moon Mineralogy Mapper, qui est un capteur hyperspectral passif, donc qui utilise le rayonnement solaire qui est réfléchi par la surface. Puis comme on le sait, il n'y a pas de rayonnement solaire qui entre directement dans les régions d'ombre permanente.
Donc, pour détecter la glace de manière hyperspectrale avec ces données-là, ils ont utilisé le rayonnement solaire qui est réfléchi par les murs des cratères à l'intérieur des régions d'ombre permanentes. Donc, c'est un signal qui est extrêmement faible et très bruité. Donc, vous voyez à droite, ici, on a en bas, en bleu, la signature spectrale de la glace pure, puis les autres signatures spectrales qui correspondent à différentes régions d'ombre permanente. Donc, la signature spectrale qu'on voit, c'est dans les données, c'est celle qui est pointillée, donc très, très bruitée. Puis, une fois que le bruit est enlevé, on a les signatures spectrales, soit en rouge ou en noir. Qui ont permis d'identifier la présence des bandes d'absorption de glace dans certaines des régions d'ombre permanente. Donc, tous les points verts sont les régions d'ombre permanente là où il y a de la glace en surface qui a été détectée. Et tout récemment, vous avez peut-être entendu parler de la découverte de SOFIA. C'est pas un instrument de télédétection qui est en orbite autour de la Lune. C'est un avion, en fait, qui vole à très haute altitude et qui a un télescope à bord qui a pris des images d'une très petite portion de la Lune ici, près du pôle sud. La particularité de ce capteur-là, c'est qu'il collecte de l'information dans les longueurs d'onde plus éloignées, donc autour de 6 microns, ce qui permet ici d'identifier une autre bande d'absorption qui est caractéristique à l'eau H2O et non à l'hydroxyle. Donc, ça a permis, hors de tout doute, d'identifier des molécules d'H2O ici dans la région près du pôle sud. Puis la particularité de ces observations-là, c'est que ces molécules d'eau ne sont pas situées dans les régions d'ombre permanente, comme on a parlé, mais celles-là sont situées à la surface qui reçoit de l'illumination, donc qui deviennent très chaudes. Donc, ça l'a mené à l'hypothèse que, en fait, ces molécules d'eau qu'on voit à la surface qui est illuminée sont contenues soit dans des billes de verre ou cachées entre des grains, donc pas directement exposées à la surface peut-être. Donc, j'espère que je ne vous ai pas trop mélangé avec toutes ces différentes observations-là. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est qu'au fil des peut-être 20-25 dernières années, on est parti avec une hypothèse de peut-être qu'il y a de la glace sur la Lune à une compréhension un peu plus fine. Donc, les différents instruments nous ont donné différentes informations, à savoir, ben oui, il y a de la glace d'eau, il y a d'autres substances volatiles qui sont présentes aussi. Par contre, il reste vraiment des grandes questions qui n'ont pas de réponse. Donc, on ne sait toujours pas précisément où est distribuée la glace, puis où sont ces autres substances volatiles, à quelle profondeur aussi. Il y a certains instruments qui nous donnent de l'information vraiment sur la surface, tandis que d'autres, comme le spectromètre à neutrons, qui nous donnaient de l'information un peu plus en profondeur. Donc, il reste encore beaucoup d'inconnus concernant l'abondance puis la distribution des différentes substances volatiles. D'où proviennent-ils aussi? Quelle est leur composition précise? Et quelle est leur abondance? Est-ce qu'on en a assez pour potentiellement les utiliser à la surface dans le cas des prochaines missions d'exploration? Donc, la plupart des questions dont je viens de parler, on va avoir des réponses seulement quand on va aller sur la Lune. Donc, c'est des questions qui sont très difficiles à répondre en utilisant seulement les données de télédétection. Donc, c'est la prochaine étape pour l'exploration lunaire. Donc, vous avez peut-être entendu parler du programme Artemis de la NASA qui vise à ramener des humains sur la Lune avant 2024.
Puis donc, entre aujourd'hui et 2024, il y a une variété de missions qui sont prévues pour préparer le retour des humains. Puis, il y a plusieurs de ces missions-là qui vont être dédiées à mieux comprendre la composition de la surface, mais surtout la présence puis l'abondance des substances volatiles. Une petite note ici que la mission Artemis 2 va avoir les premiers humains en orbite autour de la Lune, puis il a été annoncé récemment qu'il va y avoir un Canadien dans l'équipage. Ici, je vous dernière information concernant les prochaines missions. C'est le scénario qui est d'exploration qui est mis sur pied par les différentes agences spatiales à travers le monde, donc la NASA, mais l'Agence spatiale canadienne, puis les autres agences spatiales aussi. Donc, d'une manière générale, on vise le retour ici des humains sur la Lune en 2024. Mais comme je vous disais, entre 2021 maintenant et 2024, il va y avoir une variété de rovers qui vont aller sur la Lune pour tenter de préparer le retour des humains, puis d'en apprendre plus sur les substances volatiles, puis la glace. Donc, on a tout ça qui est prévu. Et après 2024, ben là, on vise à assurer une présence un peu plus en continu des humains à la surface. Puis il va y avoir plusieurs autres rovers qui vont, plusieurs autres missions robotisées qui vont avoir lieu. Donc, les prochaines années vont être très, très, très riches en découvertes puis en missions du côté de l'exploration de la Lune. Je vous laisse en vous présentant brièvement mes projets. Donc, j'ai plusieurs étudiants qui m'aident là, à étudier la Lune, mais aussi Mars. Donc, par exemple, on a créé les premières cartes des minéraux au pôle de la Lune en collaboration avec Alex Camon, un étudiant du bac qui m'a aidé. Il y a d'autres articles qui sont en révision pour l'instant. Il y a Frédéric Diotte qui fait sa maîtrise pour l'utilisation d'un LIBS. Donc, c'est un instrument qui pourrait être utilisé à bord des rovers pour quantifier les différents éléments présents à la surface. Puis, d'autres projets donc, auxquels on vise à faire le lien entre la géologie terrestre et la géologie martienne. Donc, c'est le projet T-Mars. Donc, je vous invite à aller voir le site ici de notre groupe si ça vous intéresse. Il y a plusieurs étudiants qui sont impliqués et qui ont été impliqués dans ce projet-là. Stéphanie Lachance et Loïse Brassard, par exemple, qui font ou qui vont faire leur maîtrise. Benoît Desrochers qui nous a aidés aussi. Donc voilà, puis j'essaie de trouver un peu de temps pour quantifier la surface de certains astéroïdes, mais le temps manque. Donc voilà. Merci. Je me retrouve. Merci Myriam. On va commencer s'il y en a la petite période de questions. Vu qu'il est déjà 13h, on va essayer de tenir ça un petit peu court. Fait que Étienne. Me voilà. Bonjour Myriam. Allô? Hey, j'étais intrigué par les inclusions fluides dont tu parlais là, qui pouvaient être du H2O. Tu sais, on voit les raies d'absorption dont tu as parlé là. Mais je me demandais si c'est des inclusions fluides qui sont dans les minéraux pour la présence d'eau. Ben, moi, j'imagine plutôt à ce moment-là un processus géologique où pendant la formation du minéral, pendant sa croissance, il y a comme de l'eau qui est prise en inclusion à l'intérieur du minéral. Mais si c'est un processus géologique, pourquoi il y en a plus sur l'épaule et pas ailleurs à ce moment-là? Tu sais, ça a plus rapport avec des histoires d'orientation avec le soleil là? Oui, tout à fait. Non, c'est une grande question, puis il n'y a pas de réponse pour l'instant. Il va probablement falloir avoir des échantillons pour le savoir. Mais oui, il y a de l'hydrogène qui a déjà été détecté dans les billes de verre, dans les missions Apollo qui n'étaient pas au pôle. Donc, c'est vraiment l'intérieur de la Lune qui avait perdu son hydrogène là, en remontant à la surface, puis c'était resté pris dans les billes de verre. Donc, ça peut être ça, mais en effet, pourquoi il y aurait une abondance plus élevée au pôle, c'est mystérieux.
Une des hypothèses, c'est peut-être que le vent solaire va aller implanter l'hydrogène dans ces billes de verre-là, mais on n'a pas de réponse pour l'instant. Parce que là, si c'est de l'hydrogène qui est dans les billes de verre, il n'y a pas le lien HO qui cause l'absorption. Fait que de l'hydrogène tout seul, ça ne ferait pas l'absorption que tu vois là sur la signature spectrale, de toute façon, c'est ça? Non, c'est ça. Il faudrait que l'hydrogène soit implanté, puis après ça, peut-être les rayons cosmiques avec l'énergie permettent de dissocier différents ions. Donc, s'il y a de l'oxygène libre, ben, qui va aller se lier à l'hydrogène dans le minéral. OK. Ben, je te remercie. Nicolas, j'ai droit à une deuxième question très vite ou on verra plus tard? On verra plus tard, je pense. OK. Parce qu'il y a Merci beaucoup, Myriam. Fait qu'après, on avait Ramata qui voulait poser une question. OK. Merci Myriam pour la présentation. J'ai deux questions à propos de la quantification. Bon, vous avez parlé plutôt de l'abondance, de la quantification des minéraux et puis des substances volatiles. Apparemment, c'est peut-être des méthodes qui ne sont pas bien développées. Et je me demande qu'est-ce qui fait la difficulté et pourquoi on ne pourrait pas utiliser les bandes d'absorption, donc la profondeur des bandes d'absorption pour essayer, comme on le fait en télédétection dans certains cas, pour essayer de quantifier ces éléments minéraux ou ces substances volatiles-là. Qu'est-ce qui fait la complexité des méthodes de détermination? Merci. D'une manière générale, je dirais qu'il n'y a pas d'instrument qui, à ce jour, il n'y a pas d'instrument qui a fourni à la fois la résolution spatiale et la résolution spectrale pour permettre de répondre à tout ça d'une manière claire. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'aller rapiécer un peu de l'information qui proviennent de différents capteurs qui ont des fois des résolutions spatiales différentes. Mais au niveau des minéraux, je dirais que ça se fait assez bien, là, retrouver l'abondance des différents minéraux. C'est pas parfait, mais ça, on a quand même une assez bonne compréhension là, en utilisant la modélisation du transfert radiatif puis la position de ces différentes bandes-là. Ça va assez bien. C'est plus au niveau des substances volatiles là, qu'on a plus de difficultés parce qu'il n'y a pas d'instrument qui avait vraiment à la fois la résolution spatiale puis la résolution spectrale nécessaire. Puis, en fait, il y a plusieurs instruments orbitaux qui sont proposés dans le futur qui vont probablement répondre à ce questionnement-là. Mais ce qu'il faudrait, c'est vraiment un capteur actif qui va aller détecter à 3 microns, 6 microns la présence de glace là où il n'y a pas de rayonnement solaire. Puis pour l'instant, ça n'a pas été fait. Donc, quand on va avoir ça, c'est sûr qu'on va pouvoir avoir des meilleures réponses. Merci bien. Merci. Merci. Après, on avait Benoît Campo qui veut poser une question. Non, pardon, c'est une erreur. J'ai fait un accident. Ok, c'est bon. Fait que Lial Harris. Lial? Non. Bon. Mais Étienne, est-ce que tu es toujours là? Oui, j'arrive. Pose ta deuxième question. OK. Myriam, tantôt, tu as montré des alternances qui faisaient comme une belle forme, des alternances d'albédo, et tu as expliqué qu'il y avait du magnétisme qui était en rapport avec ça. Oui. Je ne me rappelle pas que tu avais détaillé ou j'ai manqué l'explication. J'étais juste curieux, est-ce que, si c'est en rapport avec le magnétisme, si le magnétisme dans la zone est différent, j'ai supposé que le rayonnement solaire venait impacter la surface de façon différente et que les différences d'albédo, est-ce que ça pourrait être dû à la maturation du régolithe à cause du rayonnement cosmique qui est venu frapper différemment selon les lignes de champ? Oui, tout à fait. C'est l'hypothèse principale.
Donc, là où la surface là, est restée très claire, on pense qu'il y a eu moins de maturation de la surface, donc elle est restée un petit peu plus fidèle à l'origine, tandis que les régions foncées sont celles où il y aurait eu peut-être davantage là, de maturation du sol, donc une diminution de la réflectance. Tout à fait. Par contre, les données magnétiques ont une résolution spatiale très, très faible. Donc, on sait qu'il y a de manière générale une augmentation du magnétisme dans cette région-là, mais on ne voit pas là, que c'est divisé dans ces différentes régions. Donc, la réponse, c'est d'envoyer un rover qui va aller à la surface en 2023. Donc, on va avoir des données de cette région-là en 2023. OK. Ce champ magnétique, il vient de la formation géologique en dessous. Aucune idée. OK. OK. Je te remercie. Puis moi, je vais poser une petite question pour clôturer la période de questions. Tu disais que la Lune, finalement, c'était un genre de laboratoire parfait pour mieux comprendre les autres planètes telluriques. Est-ce qu'il y a des choses qui, pour l'instant, dans les études des 25 dernières années, ont déjà permis de comprendre des événements ou des formations qu'on peut retrouver sur la Terre ou sur Mars ou d'autres choses? Oui, tout à fait. Le plus simple ou le plus frappant, c'est peut-être tous les impacts là, qu'on voit à la surface, là. Donc, on a été capable de dater les différents impacts qui ont eu lieu versus ceux qui ont eu lieu sur la Terre en même temps, parce que la majorité de ce qui a eu lieu sur la Lune a eu lieu sur la Terre aussi. Donc, faire le lien entre ces épisodes d'impact puis l'âge des surfaces, Ouais. ça a été vraiment l'élément clé. Cool, merci. Mais ouais, puis il y a toute la question de la glace aussi. Si on en trouve sur la Lune, ben, est-ce qu'on va être capable de mieux comprendre d'où vient l'eau sur Terre aussi? Ouais, Donc, ouais. ça reste à voir. Parfait. Est-ce qu'il y avait une question de Nesrine? Puis on terminera avec ça, si c'est le cas. Oui, c'est un petit, c'est un petit questionnement que je me demandais par rapport aux impacts. Je me demandais est-ce que c'était quand même une partie assez globale de la datation qu'on faisait pour la Lune dans son cycle géologique ou par rapport à une sorte d'érosion ou est-ce que vraiment ça apporte de bons résultats de faire de la datation par rapport à ces impacts-là en fait? Oui, tout à fait. Donc, la principale méthode, justement, pour dater les différentes surfaces, c'est par l'étude des cratères. Donc, on sait on compte la densité des cratères puis leur taille sur une certaine unité de surface. Donc, on sait que plus la surface est vieille, plus les cratères sont gros, puis ils sont abondants. Puis, les surfaces plus jeunes vont avoir moins de cratères, puis des cratères plus petits. Parce que d'une façon générale, c'est comme ça que ça s'est produit dans le système solaire. Donc, au début, on avait beaucoup de gros débris. Puis après ça, au fur et à mesure où les planètes se sont formées, le système solaire s'est nettoyé. Puis il restait plus des plus petits éléments. Donc, oui, tout à fait. On prend une surface, on compte les cratères, la densité, puis leur taille, puis on est capable de déduire un âge approximatif. Aussi, je voulais savoir, est-ce que tu as un élément d'érosion par rapport à ces cratères-là? Est-ce qu'il y a comme par exemple de vieux cratères qui ont subi une sorte d'érosion puis que cette information-là est incluse dans la datation, genre? Il y a des cratères érodés, en fait, là où la surface est saturée. Donc, il y a eu tellement de cratères, des nouveaux qui sont venus effacer les anciens. Il y a eu quelques épisodes de tremblement de lune aussi qu'on a vu qui est venu remplir l'intérieur des cratères avec du régolithe. Donc oui, il y a des processus d'érosion qui ont lieu. D'accord, merci. Super, merci beaucoup Myriam, on va clôturer ça ici. Et puis merci pour la belle présentation et les réponses à toutes les questions. Puis merci à tous d'avoir assisté à la présentation de Myriam. Fait que ça va achever la présentation d'aujourd'hui. Et puis on va avoir pour les Midimap la prochaine présentation dans 2 semaines, qui va être la présentation des travaux de doctorat de Justine Boulan, qui a gradué de son doctorat à huis clos pendant la pandémie
et qu'il a visiblement réussi avec brio. Fait qu'elle va venir nous présenter finalement, nous faire un exposé de ces 4 années de doctorat dans 2 semaines. Fait que, merci à tous et puis à la prochaine. Merci Nicolas, merci Merci. Myriam. Merci, Bye. bye bye. Bye.